Intro. Un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse une autre, de crise en crise, toujours ramené dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, notre émission d'actualité hebdomadaire, la revue libre. Après un faux départ, je dis bonjour à tous nos auditeurs de la zone libre, bonjour à Noah pour notre revue de presse hebdomadaire. Comment vas-tu? Bonsoir David. Bien et toi? Incroyablement, les nouvelles du monde m'engaillardissent. C'est un mot qu'on n'utilise pas souvent, admets-le. C'est particulièrement Effectivement. réjouissant, on vit dans un chaos. Comme disait un grand philosophe, est-ce qu'on vit dans une saucisse? C'est un vrai questionnement ontologique. On ne sait pas. En tout cas, le monde est en ébullition et notre cerveau avec. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il se passe des choses assurément, au moins à défaut qu'il se passe des choses en France ou des choses intéressantes, il s'en passe dans le monde. Ouais, il s'en passe un peu en France et en Europe. On est dans un grand théâtre, dans un grand spectacle, et je crois ne serait-ce que pour le divertissement d'écouter nos dirigeants, il s'en passe des choses. Donc on va directement attaquer par, je crois, le plus important, parce que c'est un sujet qui a une profondeur in- difficile à nier, simplement parce que ça va tous nous toucher. On a un début de frémissement plutôt négatif sur la bourse américaine. Et on voit donc une baisse, notamment sur l'action Tesla et sur de nombreuses actions importantes aux États-Unis. On voit la bourse assez fébrile. On a même entendu Trump souligner la possibilité d'une récession, ce qui est un euphémisme dont on n'a pas l'habitude de le connaître, pour lequel on n'a pas l'habitude de le connaître, étant donné que d'habitude il fait "We the greatest, we the best, I'm amazing". Et c'est sûr que le décalage entre les fanfaronnades de Trump et un aveu d'une potentielle récession ont de quoi mettre le monde en ébullition et en émoi. Donc moi je suis en émoi. Et toi Noah, es-tu en émoi? Ah, bon après c'est pas mon pays donc je suis pas vraiment en émoi, même si bon, ce qui se passe aux États-Unis en général peut, facilement affecter la France et l'Europe. Mais les trucs économiques comme ça, je les regarde vraiment d'assez loin, c'est quand même assez abstrait, on va dire c'est pas mon domaine de prédilection l'économie. Bah, disons que ce qui est intéressant pour reprendre un peu les tendances générales, c'est que aujourd'hui, malheureusement, la première référence de la santé économique, c'est la bourse. Mmh. D'ailleurs, on soulignait la bonne santé du gouvernement Biden en expliquant que la bourse était à des niveaux très importants, qu'ils avaient réussi à capter une partie de l'économie mondiale, pardon. Alors que bon, c'est sûr que les phénomènes boursiers, quand tu imprignes autant de monnaie et que ça, en sachant que la bourse ne touche au mieux que l'investissement, en théorie, ou la valeur des entreprises, bah, on peut s'interroger un peu sur la pertinence de cette donnée. C'est ça. On peut questionner d'ailleurs d'autres variables macroéconomiques. Par contre, d'un point de vue beaucoup plus terre à terre, euh, en posant un raisonnement vraiment sibyllin, extrêmement simpliste, voire simplet, si tu fais une guerre tarifaire, si tu montes tes barrières, tu crées une contraction du marché mondial. Mmh. Premièrement, et spécialement si tu es relativement considéré comme instable, ben, tu perds la confiance des investisseurs. Donc non, je ne vois pas le monde faire autre chose qu'entrer en récession. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est sûr que si on monte les barrières tarifaires, la récession est là par définition. Le monde, pas nécessairement. Après, ça dépendrait aussi des marchés qui sont capables de tourner sur eux-mêmes, notamment le marché chinois qui peut s'entretenir à un certain niveau, je pense. Le marché états-unien, ça pourrait se discuter. Bref, tous les pays qui disposent d'une base industrielle et de production, de biens, qui peuvent espérer pouvoir tourner avec leur marché intérieur. Mais les pays comme la France qui sont très dépendants de l'importation, là, par contre, la récession pointe. Bah, disons en fait, plus simplement, si tu as des barrières tarifaires, la quantité de flux mondial diminue, tout simplement.
Et Oui, il y a donc, moins en de fait, le circulation. marché, il y a moins de circulation, il y a moins d'échanges, il y a moins de valeur ajoutée, donc le marché est plus petit, quoi. Donc, c'est sûr que certains pays vont pouvoir tirer leur épingle du jeu, néanmoins, le marché mondial diminue, donc a priori, tout le monde va être un peu perdant. Prenons deux cas assez opposés, mais assez amusants. L'excédent commercial chinois est de plus de 1000 milliards en 2024. C'est Là beaucoup. où, oui, et la balance commerciale américaine, à l'inverse, elle, est en négatif de plus de 100 milliards. Donc on a... Elle est négative, mais on a vu des niveaux pires. Ça va. Je crois qu'elle est équivalente à peu près à la balance commerciale française. Moi, Euh, j'irai pas jusque-là. En pourcentage, peut-être, mais... Bah non, en termes de valeur, enfin, en termes de valeur brute de déficit commercial, je crois que la France est aux alentours des 100 milliards. À peu près, évidemment. C'est un Oui, peu oui, moins, mais je crois, mais on est aux alentours. je me suis mal exprimé, c'est par mois aux États-Unis. Ah oui, c'est pas du tout la même chose dans ce cas-là. Ouais. Ouais, effectivement. Oui, après, c'est une économie beaucoup plus grosse et la dépendance est plus importante. Vous êtes 60 millions, il y a plus de 300 millions d'Américains. Bon, on voit en tout cas une économie américaine, et c'était le pari de Trump, beaucoup trop dépendant de l'extérieur. D'ailleurs, cette dépendance a cru de façon assez régulière depuis les dernières années. Même si, bon, on va voir ce que va donner 2025. En tout cas, on a un recul des investissements aux États-Unis. La bourse tremble un petit peu. Moi, mais par contre, pour être très honnête, moi, ça ne me choque pas ni ne m'inquiète pas, parce que l'objectif de Trump, je crois, il l'avait dit, c'est au prix d'un peu de sang et de difficultés, c'est la réindustrialisation américaine. Et c'est Mm. sûr que si tu fermes tes frontières et que tu ne peux plus acheter des carottes à ton voisin, ben, il va falloir en planter, quoi. Même si ta carotte au début, et même peut-être sur le temps long, restera plus chère, quoi. Bah, c'est ce que Trump dit lui-même quand il n'exclut pas une récession. Lui, il parle d'une période de transition pour préparer quelque chose de, je cite, «very big». Donc effectivement, c'est très probablement justement cette réindustrialisation et une, réautonomisation, si on peut dire ça, de l'économie états-unienne. Oui. Forcément, ça se fait au prix d'une période, d'incertitude où, la bourse va pas forcément trop kiffer, mais elle reviendra probablement à un niveau, acceptable. Là, elle a baissé, mais elle a baissé surtout, par rapport, elle a pas baissé de manière trop dramatique, mais elle a surtout vu, je crois, si tu me diras si je me trompe, mais les gains qui avaient eu lieu après, novembre 2024, donc à la suite des résultats de l'élection présidentielle états-unienne, ces gains ont été nullifiés, y compris notamment pour, l'entreprise dont on a le plus parlé à l'occasion de ces fluctuations boursières, qui est Tesla, qui a vu, Absolument. une grosse perte de valeur, hein, c'est quand même pas rien, parce qu'elle a perdu, Tesla a perdu, si je ne m'abuse, 50 de valeur depuis le début de l'année 2025 et 14 environ, ce lundi, sur sa valeur actuelle, ce qui est pas mal. Mais en fait, c'est surtout, bah, les gains qui ont été réalisés depuis octobre, qui ont été nullifiés. Donc on n'est pas sur une situation catastrophique, même si elle est pas idéale pour Tesla. Une chute pareille, ça fait quand même un peu mal, hein. Bah, en fait, c'est assez drôle parce que on a un plus bas, entre guillemets, qui reste plus haut, plus bas que la valeur actuelle qui est de 240, presque $250. On a le 5 octobre, donc presque un mois jour pour jour avant l'élection de Trump, une action Tesla à 220, ce qui est plutôt dans sa moyenne haute de valeur. Elle explose complètement pour atteindre une pic de 430 avant de commencer à rediminuer dès le 24 janvier. Et Mmh. diminution qu'elle n'a fait que suivre en fait depuis le 24 janvier, simplement parce que l'effervescence s'arrête un peu. Les gens, tout le monde s'est dit en étant associé au gouvernement américain, probablement, hein, j'imagine le raisonnement, ben, Trump aurait énormément d'avantages pour ses entreprises. Pardon, Musk aurait beaucoup d'avantages pour ses entreprises. Bon, malheureusement, il y a beaucoup d'effets psychologiques dans la bourse. Mmh. Et le grand casino international qui est le Nasdaq me paraît peut-être pas la donnée la plus fiable, particulièrement sur des périodes aussi courtes. On parle quand même de quelques mois, alors que la valeur de Tesla est vraiment censée être sur son l'immense avançage, l'immense avance qu'il a sur la voiture automatique.
D'ailleurs, c'est son seul avantage, étant donné que les Chinois ont une voiture déjà plus performante. Oui, une Donc voiture le marché de la voiture électrique chinois, mange beaucoup de parts à Tesla, là-dessus. moins cher, plus d'autonomie, Mmh. compliqué. Mais à imaginer le pire, si les Chinois, d'ici 1 ou 2 ans, arrivent à dépasser Musk sur la voiture autonome, il y a plus Tesla disparaît, hein. C'est terminé. Il y a moyen, oui, à moins que Tesla se retrouve protégé justement, parce que ça reste quand même quelque chose industriel produit aux États-Unis, qui pourrait survivre, mais sur le marché états-unien surtout, principalement. Ouais, et puis connaissant les Européens, probablement sur le marché européen aussi. Peut-être même si le marché sud-américain n'est pas complètement sous les mains chinoises. En gros, on verrait dans les zones d'influence Mmh, du marteau américain des produits américains, c'est simplement. Mais ce oui. serait au détriment de ces consommateurs parce que ce serait plus cher et moins efficace. Bon, voilà. Mouais. Donc on a des remous boursiers, quoi. Plus accessible de par le fait que les douanes seraient moins élevées, mais par coût de production, moins intéressant. Oui, oui, c'est ça. Donc voilà, je pense on voit la presse qui ne rate jamais une occasion de taper sur Trump. Ça en devient un peu risible, même si je crois quand même que son image a un peu baissé, même chez ses admirateurs, parce que c'est très dur, ça va dans tous les sens, Il se passe et beaucoup il se passe c'est beaucoup pas de beaucoup de choses, il y a choses. beaucoup de désillusions, on peut dire ça, ou de réalisations, notamment, avec les revirements, les retournements dans les affaires diplomatiques ukrainiennes et tout ça, ce feuilleton qui nous tient tous en haleine depuis des années. Heu, on va en venir juste après, mais justement ça peut justifier des changements d'opinion qui changeront peut-être à nouveau parce que, on pourrait peut-être se diriger vers enfin une conclusion. Mais bon, j'ai l'impression que, c'est un éléphant rose, que beaucoup espèrent depuis un bon moment, qu'on croit voir à plusieurs reprises, mais qui se manifeste jamais vraiment. Et moi j'aime beaucoup les éléphants roses, et les Européens ont l'air d'être abreuvés principalement par les éléphants roses, dont les petits nuages sortant de la trompe font office de réalité. Bon, c'est très touchant, c'est sympathique, on aime bien, c'est joli. Bon, pour la géopolitique internationale, c'est un peu moins génial, et j'ai l'impression qu'on se bouffe tôle sur tôle d'un point de vue européen. Bon, pour l'instant, la bourse européenne n'a pas trop été touchée. On a entendu Werner Leyen dire avec ferveur et agressivité: attention, on va peut-être taxer le bourbon. Ça m'a bien fait rire. Je me suis dit, Oui. ben, elle s'est dite vachement ambitieuse et ferme, et elle taxe des sous-produits un peu comme, un peu diamétralement ce que les Français se voient taxer aux États-Unis, c'est-à-dire champagne, boisson, sac de luxe. Bon, c'est pas très sérieux, c'est ridicule, on a honte, mais on a l'habitude maintenant en tant qu'Européens. Vu la ribambelle de champions qu'on a pour dirigeants, oui, oui, C'est un peu une seconde nature, l'humiliation ou la honte chez l'Européen aujourd'hui. oui, c'est ça, on va payer 20% de plus cher des bouteilles de Bourbon. On boira plus de Bourbon. On a beaucoup à boire en Europe, on s'en tamponne complètement. Formidable, merci Madame van der Leyen. Ça n'a aucune importance. Pendant ce temps-là, Microsoft, les GAFAM peuvent allègrement piquer toutes les données, toutes les informations des universités et des usagers européens. Il n'y a pas de problème. Et un Internet européen qui coûterait 20 milliards, ben, aucune chance que ça arrive. Et des grosses puissances industrielles européennes, bah non, 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 elle va mettre ses usines aux États-Unis parce que l'énergie est trop chère en Europe. Investissement technique non plus, faudrait pas faire ça. Par contre, on voudrait mettre 800 milliards dans du militaire. Mais c'est sûr que si c'est géré par Baldwin, autant les cramer nous-mêmes. Ça fera au moins un petit peu chaud. Bon, ça a son charme, hein, je dis pas, mais je sais pas si les européistes ont vraiment une conscience du ridicule de leur connerie. Je ne crois pas, sinon ils se tairaient. Bah, c'est vrai en termes de décision politique et tout ça, là, on orbite un peu, justement dans l'affaire ukrainienne, la guerre tarifaire, bref, ce que font les Européens ou les européistes, slash fonctionnaires européens. Bon, les termes se rassemblent et se recoupent, mais on est effectivement plus dans une optique de renforcement militaire en ce moment en Europe, plutôt que détachement des États-Unis de manière économique, de rebond économique. Parce que, en Allemagne, l'Allemagne s'est fait chipper une grosse partie de ses industries qui s'est barrée. J'ai vraiment l'impression,
je le dis en général à chaque fois qu'on parle de santé économique européenne, mais que les seuls pays en Europe qui vont bien économiquement, hormis ceux bien sûr qui sont à l'Europe de l'Est et qui ont une croissance un peu constante parce qu'ils rattrapent, c'est l'Italie et l'Espagne qui s'en sortent surprenamment bien. Alors que les puissances économiques traditionnelles, France, Allemagne, Royaume-Uni, même si c'est plus dans l'Union européenne, et ben ça patine sec. Et en Allemagne, on parle quand même, si mon ma mémoire ne me fait pas défaut, d'investir 500 milliards d'euros dans la défense. Probablement sur 10 ans, quand même. Pas que dans les infrastructures aussi. Oui. Ça, c'est peut-être le volet qui, moi, m'enthousiasme le plus, c'est effectivement l'infrastructure. Je sais pas. Honnêtement, pour l'instant, il faudrait voir ce qui est vraiment fait, parce que je sais pas si tu te souviens, Des il y a promesses, hein. il y a quelques années, ils avaient promis d'investir 200 milliards dans l'armement. Au tout début de la guerre en Ukraine, on n'a pas vu un centime C'est vrai. écouler. Mais de manière La Bundeswehr est générale, toujours autant une poubelle. ils sont syndiqués surtout, donc à mon avis, ils vont faire des manifs si on leur dit d'aller faire la guerre, donc ça ira. On est tout à fait content de l'effervescence socialisante dans l'armée allemande. Ça la change un peu des périodes à costume Hugo Boss qui étaient un peu plus féroces. Chaque époque a son vice. Bon, je ne sais pas, on verra. Pour l'instant, c'est très déclaratif comme tout le reste. On a quand même vu Macron parler de payer les 250 milliards qu'il faudrait à court terme pour l'Ukraine, qui finalement sont devenus 2 milliards à rembourser, 2 milliards 6 à rembourser. C'est quand même 10 fois moins. Donc, entre le discours et l'action en Europe, Payé, financé à la base par la saisie des actifs russes, hein. C'est-à-dire que quand cette affaire sera finie, parce que fatalement elle aura une fin quelle qu'elle sera, bien la Russie reviendra toquer, en mode, «Qu'est-ce que vous avez fait de nos actifs? Vous nous les rendez ou pas? Parce que sinon, bah, vous allez prendre quelque chose». On sera puni pour ça à un moment donné. Quelle sera la nature de la punition? On verra, hein. Mais ils jouent au plus malin. C'est pas une bonne idée parce que, bah, l'Ukraine va perdre à un moment donné, oui, l'Ukraine ne la peut pas Russie va gagner. redevenir une puissance fréquentable. Enfin, la Russie va redevenir fréquentable fatalement, si les Européens ont bien sûr un minimum de matière grise qui leur reste. Bah, en tout cas, c'est pas l'impression que ça donne. J'ai l'impression Mmh. de voir des funambules, des somnambules, pardon, sur un fil assez coupant, en train de marcher vers leur fin, quoi. Moi, après tout, si les talibans et les islamistes syriens, donc issus de Daesh, hein, ont réussi à se rendre fréquentables aux yeux de l'Occident, la Russie peut totalement le redevenir. Ah quoique de c'est vrai qu'on est peut-être dans un retour de situation de guerre froide, donc les Russes, c'est un peu spécial. En tout cas, il suffit de faire une gay pride pour être acceptable, donc c'est potentiellement possible. Ah, Je sais pas pas très bien. certain d'en avoir trouvé à Damas et Kaboul quand même, hein. Bon, en tout cas, les déclarations effectivement des Syriens. On va y venir aux Syriens juste après. Parlons quand même du soutien à l'Europe, européen à l'Ukraine, qui est pour l'instant assez déclaratif, on ne sait pas très bien ce qui va se faire. Plus inquiétant, on voit les Polonais proposer un service militaire long. Mmh. Ça, c'est quand même une montée un petit peu aux extrêmes, pour reprendre le terme consacré. Peut-être que tu peux nous faire un petit panorama de cette montée des positions européennes sur la guerre en Ukraine? Bah, les Polonais, on le sait quand même depuis un moment, c'est historique qu'ils ont un passif avec la Russie. On les comprend, hein, c'est justifié et du coup, bah, ils ont le gouvernement polonais a instauré une nouvelle formation militaire qui devrait faire monter les effectifs de des forces armées polonaises à 500 000 hommes. En en termes de comparaison, hein, l'entièreté des forces françaises, donc armée de l'air, marine et armée de terre comprise, on est aux alentours des 210 000 hommes. Ce qui ferait de la Pologne, de l'armée polonaise, enfin des forces armées polonaises, les 3e forces les plus nombreuses en Europe, après les forces turques et russes. Et oui, parce que la Turquie a une partie en Europe, on l'oublie pas, hein. Heu Donc ce serait quand même pas mal. Après à voir comment la Pologne va le supporter économiquement ça. Est-ce que ça va ne serait-ce que se faire? Avec quoi ils vont surtout équiper ce nouveau personnel militaire? Ils ont dit qu'ils privilégieraient du matériel européen. Ça reste du déclaratif. Le matériel européen, c'est quoi? Surtout quand on voit qu'il y a beaucoup de matériel européen
notamment du matériel suédois, qui est quand même assez connu pour les avions, qui provient des États-Unis, du matériel allemand. Il y a une partie du matériel français qui n'existe plus, hein, on produit plus de fusils, on produit plus de chars, hein. Et ouais, les usines du Leclerc, elles sont parties en Allemagne. Donc, on vendra peut-être des Caesar qui ont bénéficié d'une bonne pub en Ukraine. Bon, ça fera tourner, je crois que c'est Nexter, l'entreprise du Caesar. Mais bon, les Polonais sont facilement chauffés à blanc quand il s'agit de Russie. Ils seraient aussi en première ligne en cas de conflit véritable avec la Russie en Europe de l'Est. On peut les comprendre. Et avec eux, on a aussi les Baltes qui sont assez chauds, notamment le président de la Lettonie qui enjoint les pays européens à instaurer un service militaire obligatoire. C'est clair que bon, c'est pas les Lettons qui vont pouvoir tenir une ligne de front, même avec un service militaire. Non pas qu'ils n'en seraient pas capables, mais qu'ils seraient pas assez nombreux. Donc on voit que globalement, l'ambiance est pas super, hein, en Europe quand même. On a un peu peur et on se prépare à la guerre. Bon après, qui veut la paix prépare la guerre. Mais il faut peut-être trouver du juste milieu, surtout dans une situation actuelle où vraiment la guerre semble être sur la pente descendante. Oui, c'est ce que je disais tout précédemment. C'est difficile de savoir et de prendre au sérieux les déclarations des Européens qui vont dans tous les sens et qui sont manifestement dans une phase d'hystérie assez aiguë, tout en sachant évidemment qu'on est dans une information au jour le jour. Mmh. Sinon, c'est pas drôle parce que réfléchir, c'est quand même un peu dangereux. On pourrait devenir raisonnable, ce qui serait quand même. On a l'impression en fait que si un dirigeant européen s'exprime de façon raisonnable et modérée, il craint de se faire attaquer par les autres qui, eux, sont encore dans l'hystérie. Donc l'hystérie doit être collective ou ne pas être. Donc c'est très impressionnant. Je ne sais pas, moi j'attends un petit peu de voir ce qui va se passer. Dans la foulée, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui même, Trump a déclaré un cessez-le-feu. Bon, on trouve ça tout à fait mignon, étant donné que je croyais que la négociation, ça se faisait à deux. Je pense qu'il y a une dimension tactique assez importante, c'est-à-dire essayer de mettre une pression sur Poutine pour le faire passer sur le méchant. Ah, on vous propose un cessez-le-feu, c'est vous qui êtes sanguinaire, en espérant éventuellement se mettre sa population à dos. Mais si j'ai bien compris les analystes locaux, en tout cas connaisseurs de la situation, la population russe n'est pas du tout pour un cessez-le-feu ni pour arrêter les conflits. Donc ça me paraît une position assez inefficace, mais ça nuirait peut-être à l'image de la Russie à l'international, ça c'est possible. On est sur la communication, on est sur la négociation à la traîne. C'est là qu'on voit quand même les limites d'une négociation type commercial à de la diplomatie et à des conflits militaires. Je suis assez dubitatif de ce move que je trouve assez malvenu et assez irrespectueux. Bah, moi de ce que j'avais compris avec sa situation, c'est que le dernier épisode en date, c'était la fameuse entrevue entre Zelensky, Trump, Vance, tout ça, qui avait fini en eau de boudin. Et dernièrement, on a eu Zelensky qui a finalement présenté ses excuses à Trump, suite à quoi, justement, Trump a annoncé que le soutien militaire à l'Ukraine allait reprendre. Moi, je me suis demandé, du coup, le soutien militaire, qu'est-ce que c'est? C'est de la livraison de matériel? C'est de l'argent donné ou prêté? Quelle en était la nature? Et finalement, on a Zelensky qui se dit ouvert à un cessez-le-feu de 30 jours et à l'ouverture de pourparlers de paix immédiats avec la Russie. C'est pour ça que je dis qu'on s'approche peut-être enfin de cette conclusion qui pend au nez depuis novembre 2024, mais qui semble toujours vouloir s'enfuir. Donc à voir, est-ce que Poutine, est-ce que l'État russe va réagir favorablement, accepter les négociations? A priori, ils n'ont pas de raison. Mais le cessez-le-feu, c'est pas sûr parce ils sont sur une phase ascendante. Eux, ils avancent. Ils ont tout à gagner à faire durer le truc, mais à accepter les négociations. Cependant, je pense que l'un ne va pas sans l'autre et là, ça pourrait blesser. Parce que Trump, il peut justement maintenir sa pression sur la Russie en garantissant le soutien militaire à l'Ukraine pour forcer justement la main à la Russie pour qu'elle négocie. Finalement, c'est un jeu d'équilibre assez adroit, mais reste la question de ses limites, comme tu en as parlé.
Oui, malheureusement, la main américaine est très très faible face à la main russe qui gagne complètement sur le terrain et qui semble relativement inarrêtable. Donc, dans les dernières heures, Trump déclare le cessez-le-feu qu'il a soutiré à Zelensky et il a déclaré dans les 2 dernières heures que des négociateurs sont en route vers Moscou pour discuter de la paix. Bon, je crois que les négociations vont prendre plus de temps que ça. Oui, Et sans je ne vois pas très bien ce que les Américains ont à proposer, tout en sachant qu'on a quand même entendu des analystes américains, donc de Duran, chaîne géopolitique tout à fait sérieuse, écoutée par tous les meilleurs géopoliticiens, expliquer que si, à imaginer l'impossible, si Poutine accepterait un cessez-le-feu, ça générerait une incompréhension totale de son armée et de ses soldats, qui dira mais on gagne, on a souffert pour cette guerre depuis longtemps, on est vraiment en train de faire des avancées très importantes et en face, ils sont perdants et de plus en plus perdants. On pourra avoir une situation au sein de l'armée, voire politiquement en Russie, extrêmement dure pour Poutine. Tous les facteurs tendent à croire que les Russes n'accepteront aucune trêve. En tout cas, ce serait très surprenant. bah, enfin, faut pas oublier quand même que même si l'armée russe progresse en Ukraine, elle le fait tout de même au prix de pertes qui sont importantes. Peut-être pas aussi importantes que les pertes ukrainiennes ou alors elles seraient équivalentes, ce qui est déjà très intéressant quand on est un attaquant, hein. Normalement, les pertes sont bien supérieures avec un rapport, défavorable. Si on est sur du 1 pour 1, on peut se considérer chanceux quand on a un attaquant. Mais, moi je sais pas, je suis pas dans la tête des Russes après tout, mais on est quand même sur un État russe qui, bah, pour lui la paix, ce serait intéressant, hein. Son économie ne pourra pas forcément tenir indéfiniment le rythme de la guerre et plus la guerre dure, elle peut sans doute, gagner la guerre, mais plus elle dure et plus les conséquences à long terme sur son économie pourraient se faire ressentir. Donc, que l'idée que les soldats puissent revenir à la maison et tout ça et que la pression, s'achève et peut-être la fin aussi de sanctions économiques, et le retour à la normale, du commerce pourrait être une perspective intéressante. Mais après si des spécialistes disent le contraire et que les Russes sont, chauds patates comme on dirait, et bah, dans ce cas-là, à voir ce que, Poutine, décidera. Oui, qui vivra verra. Moi, je pense que je reste sur ma position que c'est particulièrement peu probable et désavantageux pour les Russes. Je comprends tes arguments. J'y suis moins sensible. En parlant d'affaires sanguinolentes, ben, en Syrie, malheureusement, malgré la satisfaction et l'appui quasi unanime de tous les dirigeants européens ben, pour ce régime syrien dont on oubliait quand même que le dirigeant venait d'Al-Qaïda, eh ben, les plus pessimistes avaient raison, apparemment. Je vais reprendre quelques coupures de presse. Le monde est très, très parcimonieux. En Syrie, une transition menacée. On remarque que l'article ne cite aucune quantité de morts. On dit qu'il y a des petites escarmouches, on ne sait pas. Je vais aller crescendo, hein, des plus optimistes aux plus pessimistes. La RTB, donc la presse belge, dit que l'ONU déclare une centaine d'exécutions dans l'Ouest, chez les Alaouites, avec une potentielle augmentation des violences. Puis on a carrément Sud Radio qui, elle, cite Human Rights, l'Observatoire des droits de l'homme, citant 1400 morts, enfin 1383 morts, ce samedi, avec une véritable inquiétude pour les minorités, selon plusieurs ONG internationales. Bon, voilà, la presse est assez variante, de on ne sait pas combien jusqu'à 1 million, 1003. Bon, on est loin des morts ukrainiens, mais on a une situation qui aurait quand même très vite dévié, en fait, en Ukraine, excusez-moi, en Syrie. On voit quand même que le conflit prend des proportions un peu. Ça a été vite, hein, ils n'auront pas tenu longtemps sans avant de faire des massacres, soulignant qu'on est quand même en plein ramadan. Et quand même être censé être une période de paix et d'amour. Bon, la paix et l'amour, pour l'al-qaïdiste syrien, c'est une notion assez loin de celle du libéral suédois, quoi. Alors c'est peut-être la paix et l'amour justement entre les croyants, entre les musulmans. Parce qu'on rappelle, hein, juste au cas où, que les alaouites, c'est une minorité, religieuse chiite, d'où était issu justement, Bachar el-Assad, qui a fui et qui doit être en train de se la couler douce quelque part en Russie actuellement. Mais, il représente, je crois, aux alentours de 10 de la population syrienne. Donc, c'était une minorité un petit peu plus instruite,
ça, et qui avait le pouvoir depuis l'époque du papa de Bachar el-Assad. Ils ont bien été, de fait, le groupe au pouvoir depuis facilement 40-60 ans peut-être. Et aujourd'hui, la majorité sunnite revient, et la majorité sunnite, c'est la majorité sunnite islamiste énervée. Oui, en tout cas, ils avaient réussi à faire un travail sur leur image en tweetant un petit peu, en parlant de démocratie et d'élection. Il Bon, fallait être bien naïf pour y croire, hein. mais tous les responsables occidentaux ont applaudi des quatre mains, Bah quoi. oui, mais c'est bien ce que je dis. Fallait être bien naïf pour y croire. Bon, ben, la naïveté, je ne sais pas, je ne me prononcerai pas sur l'intelligence ou la naïveté des dirigeants. En tout cas, euh, la vérité, si elle tient un jour aujourd'hui, un dirigeant européen est content et satisfait. Le en même temps macronien est devenu une maladie généralisée à tout l'Occident. Bon, c'est assez triste quand même pour ce pauvre pays qui subit une situation compliquée depuis bientôt 10 ans, 20 ans. C'est Ouais. c'est assez triste. Espérons qu'on ne soutienne pas plus que ça les massacres. C'est un pays qui était très riche de ses minorités et de la diversité de ses citoyens. Bon, espérons qu'on n'ait pas une unification par le sang. Ouais, c'est ça. On a tendance à oublier, mais la guerre civile n'est pas encore terminée, hein. Il reste toujours des révolutionnaires slash rebelles, au nord, qui seraient un peu plus sympas a priori, mais on n'a pas vraiment de nouvelles sur l'avancement et tout ça. Peut-être qu'ils vont réussir à régler à l'amiable, et à se mettre d'accord sur quelque chose. La paix est en général préférable à la guerre, mais à voir le prix de la paix aussi. Oui, on verra. En tout cas, le monde va vite. Et c'est vrai que l'effervescence et le nuage de guerre et le chaos généré par Trump peut aussi créer des envies. C'est-à-dire qu'effectivement, l'œil américain étant un peu partout, peut-être qu'on peut, enfin, s'étant un peu dissipé, semblant moins focalisé sur la paix dans le monde, si on peut ironiser, on peut s'imaginer que certains dirigeants soient pris de mettre des petits coups de vitesse pour obtenir certains objectifs. C'est ça. Et justement, en parlant de dirigeants un petit peu, et de régimes, pouvant susciter des controverses, ce genre de choses, on a, une information assez brûlante, on va dire récente, parce que, ce mardi 11 mars, l'ancien président, philippin, Rodrigo Duterte, qui a été président, des Philippines de 2016 à 2022, a été arrêté à l'aéroport de Manille, par les autorités philippines, et apparemment sur, injonction d'un mandat d'arrêt international et d'une accusation devant la Cour pénale internationale pour crime contre l'humanité, en référence à ces violentes, campagnes, de lutte contre, les trafiquants de drogue qui, l'avaient fait globalement connaître, hein, à l'échelle mondiale, et dont les bilans officiels seraient aux alentours des 6 400 victimes, au cours d'incidents armés, mais dont certaines associations heu, signifieraient que le bilan est probablement double ou triple. Bon, qui dit vrai, qui ment, la question n'est pas forcément là, mais celui qui a mené une politique vraiment il y a pas d'autre mot, de coup de poing contre la drogue, un peu à l'image de ce que pourrait faire, Nayib Bukele au Salvador, même si ça reste différent. Et finalement là, on dirait que les événements le rattrapent, mais il semble serein, hein. Il dit lui-même, à propos de son arrestation: «Si c'est vraiment mon destin, c'est bon, je l'accepte, ils peuvent m'arrêter, m'emprisonner». C'est Oui, quelqu'un qui ne oh, regrette pas ce qu'il a fait et qui considère, avoir fait ce qui était nécessaire pour son pays. c'est très difficile de comprendre la situation aux Philippines. Il faut savoir que c'est le fils de l'ancien dictateur qui est nouveau au pouvoir, que lui-même a des proximités avec Duterte. C'est un nid de serpent absolument incompréhensible, très difficile à analyser avec un in and out des Américains. Néanmoins, il est vrai que il semblerait que les populations aient été très contentes du règne de Duterte, Mmh. car il aurait drastiquement diminué la consommation de la drogue.
et la drogue et la prostitution minant de façon assez dramatique les Philippines, il aurait été bénéfique pour les basses classes et la classe moyenne. En cela, bon, très difficile d'en juger, mais on sait tout à fait que les Occidentaux ou la communauté internationale, qu'il faudrait une fois qualifier d'ailleurs, communauté internationale, euh, ne voit pas d'un bon œil les massacres des dealers, parce que c'est pas très Coubertin, c'est pas très droit de l'homme compatible. Bah, Bon, on est de fait quand même sur des exécutions ou des incidents de tir, qui avaient lieu dans un cadre extrajudiciaire. On reste quand même sur des morts. C'est vrai que c'est violent. On est loin des méthodes occidentales de jugement et tout ça, mais bon, ça reste aussi les Philippines. C'est c'est des chrétiens, on peut dire, ils ont une proximité, mais ça reste l'Asie du Sud-Est où la pauvreté est, bah, aux Philippines, elle est très importante avec un énorme trafic de drogue. La politique de Duterte, tout comme aujourd'hui celle de Bukele au Salvador, répondait et répondent à des mots locaux qu'il s'agirait de traiter. Est-ce qu'il l'a bien fait? Ah, ce serait aux citoyens d'en juger, mais la CPI, au moins, elle a son avis là-dessus et elle n'est pas contente. non, mais c'est des sujets très difficiles et on ne souhaite jamais la mort de personne et on en aimerait les pratiques les plus respectueuses de la vie. On remarquera que les deux dirigeants que tu as cités ont été et sont encore adorés par leur peuple. Mmh. Oui, et les taux de popularité de Duterte étaient excellents, de mémoire, et ceux de Nayib Bukele, aujourd'hui sont très bons. Exceptionnel, À en effet. voir après si les sondages n'étaient pas trafiqués ou non, mais dans ce cas-là, on peut douter de tout sondage. Bah, en parlant d'intervention d'institutions internationales dans les politiques locales, passons sur la Roumanie qui voit un virage assez intéressant. Enfin, pas surprenant, mais après le report des élections, on voit que le dirigeant Kalin, notre amour, se trouve dans une situation juridique compliquée, là. Oui, effectivement, Câlin ou Caline, Georgescu, qui, était arrivé en tête, de l'élection, présidentielle, en mai 2024, élection qui a été annulée par la Cour suprême, roumaine pour suspicion d'ingérence russe et tout ça et de financement, dans le cadre de la campagne TikTok du candidat susmentionné. Et bien, celui-ci s'est vu arrêté, il y a quelque temps, et il a été, finalement interdit, il lui a été interdit de se présenter justement aux élections, qui viendront. Ce qui fait que, bah, son parti, je crois qu'il était avec des indé il était marqué comme indépendant, et du coup, bah, on se débarrasse du candidat favori sous prétexte, je ne dis pas si c'est vrai ou non, c'est même probable qu'il y ait de l'aide justement qui ait un peu circulé, mais sous le prétexte que, eh bien, sa campagne TikTok ait été financée, par de l'argent, issu de Russie. Ce qui est quelque chose de vraisemblable, hein, le Rassemblement national en France a bien, lui, financé une partie de ses campagnes, grâce à de l'argent russe, emprunté à des banques russes parce que les banques françaises refusaient de lui prêter. Heu, Lui, est-ce que c'est son cas ou est-ce qu'il a reçu, de l'argent bénévolement, de Russie? Grande question. Mais on est quand même sur une annulation d'élection, une interdiction de se présenter pour un candidat et sur aujourd'hui, la Russie qui est passée, enfin, pardon, lapsus, sur la Roumanie qui est passée de, régime démocratique avec l'indice de démocratie, noté de 0 à 10, heu, qui est passé de, régime démocratique, en danger, on va dire, fluctuant, à régime hybride. Régime hybride, on est dans la catégorie de la Russie, hein, typiquement, où on peut parler de dictature ou de régime autoritaire, et où on ne s'est pas forcément trop casé. Donc, c'est pas mal pour un pays membre de l'Union européenne quand même, hein. Ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est que très clairement, la Roumanie était dans le giron américain, et sans proximité quelconque avec les Russes, avec des nombres, enfin, avec des bases sur son territoire américain. Est-ce que la bêtise des Occidentaux va éventuellement générer un véritable revirement
de la Roumanie vers les Russes? C'est Ouais. possible, c'est possible, c'est Il possible. semblerait qu'il y ait eu beaucoup de manifestations, en Roumanie, mais aussi en Serbie et dans un autre pays, je crois en Grèce, en réaction justement à divers scandales, et des choses, de matière politique, si bien sûr, les informations sont bonnes. Mais, on certainement, il y a une partie de la population qui n'est pas contente. Ne serait-ce que, très probablement, les électeurs, qui l'avaient choisi, ce qui représente quand même 25 du corps, électoral qui a voté, ce qui est pas mal. Oui, bon, en tout cas, il y a un véritable déni de démocratie, c'est évident. L'excuse des Russes, ça marche à toutes les sauces pour tous les problèmes. C'est un vrai, c'est devenu 1, 2, 3, c'est les Russes. Après le 1, 2, 3 soleil, bon, c'est tout à fait charmant. Si on compte faire de la politique comme ça, je sais pas où ça nous mène, mais j'ai pas l'impression que ça va être très fructueux, honnêtement. Mmh. C'est difficile à comprendre. Bon, on peut entrer en désaccord avec certains dirigeants et leur politique. Bon, bah, dans ce cas-là, faut interdire les élections, hein. Si les gens n'ont pas le droit de voter pour quelque chose qu'ils souhaitent, ça devient compliqué, honnêtement. Je trouve que ça donne une image très très noire de l'Union européenne, personnellement. Oui, c'est ça, surtout qu'on voit, enfin, non, certains voient la main justement de l'Union européenne derrière, cette annulation d'élections, qui est décidée par quand même un organe roumain, hein, la Cour suprême roumaine, mais qui, ne serait pas, comment dire? Contraire aux propos de l'ancien commissaire européen Thierry Breton, qui a bien dit qu'effectivement l'Union européenne était à l'origine justement de l'annulation de l'élection, qu'elle serait prête à le refaire en Allemagne si jamais, l'AfD se montrait trop, favorite. Finalement, ils sont arrivés 2e avec 20 du vote, derrière, la CDU-CSU. Donc, on n'a pas eu d'annulation d'élection en Allemagne. Peut-être que la menace était en l'air, ou que la menace n'était pas aussi grande, ou que c'est pas facile de faire plier l'Allemagne, du moins que la Roumanie. Ah, c'est sûr qu'un Allemand, quand entend un Français lui expliquer ce qu'il doit voter, ça doit lui faire un plaisir fou. Il doit adorer ça. Bon, on remarquera qu'on a une droitisation assez nette, totale, voire totale de l'Allemagne, Mmh. malgré le fait qu'on ait un dirigeant qui sort absolument de nulle part. On a la grosse coalition au centre, avec Frédéric Merz, qui est Ouais. qui a été, pour une grande partie de sa carrière, député européen avant de revenir dans les institutions allemandes, qui est un falot de derrière les fagots absolument incroyable. Une figure, je trouve, je ne sais pas si tu te fais cette réflexion, que c'est la version sans le substrat gauchiste de Macron ou de Trudeau, ou même du poursuivant de Trudeau, le fameux Marc Carnet, qui a une carrière de banquier central et de manière générale de banquier, un des meilleurs banquiers du monde, il paraît. Mmh. Ça a été le premier banquier à travailler à la Banque d'Angleterre, n'étant pas anglais. Bon, ce sont des figures comme ça d'administratifs et de bureaucrates absolument sans intérêt. C'est fou que que l'Allemagne, enfin qu'une AfD en deuxième et une CDU en premier ait mis ce type-là au pouvoir. C'est quelqu'un qui vient de l'Union chrétienne démocrate allemande, historiquement. Bon, c'est incompréhensible, la CDU donc, hein. Mais Mmh. bon, il faudra un jour qu'on nous explique les coulisses de ce genre de prise de position. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre la politique allemande sous ce jour-là. Après, c'est pas nouveau non plus que en Allemagne, ils ont comme dans beaucoup de pays européens, ils ont un gros problème avec, tout ce qui est, labellisé extrême droite, droite radicale, qui en gros, qui se base souvent sur un programme, centré sur une dureté vis-à-vis de la politique migratoire. Le reste est assez anecdotique. C'est vraiment ça qui fait la classification à l'extrême droite, du moins aujourd'hui. Effectivement, Merz, heu, monsieur Merz, qui est le successeur d'Angela Merkel à la tête de la CDU-CSU et heu et en politicien de carrière, je crois même qu'il est passé historiquement, mais je peux me tromper, chez BlackRock, dans ce qu'on appelle, je crois, le revolving door, c'est-à-dire le passage du public au privé et du privé au public.
Donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est probablement un pur produit justement des institutions européennes, politique allemande, et pas du tout un profil original. Et il n'est pas encore chancelier, cependant, mais les discussions entre les chrétiens démocrates, donc qui sont arrivés premiers à l'élection, et les sociaux-démocrates, qui sont arrivés troisième derrière l'AfD, semblent avoir porté leurs fruits parce que les deux camps se sont mis d'accord sur un durcissement des, de la gestion des réfugiés, avec, je cite, comme mesure envisagée, des refoulements aux frontières communes de migrants sans papier, y compris pour les demandeurs d'asile, en accord avec nos voisins européens. Et tout cela serait mis en place dès le premier jour de notre gouvernement commun. Nous allons renforcer massivement les contrôles aux frontières et grâce à ces contrôles, nous allons aussi augmenter considérablement le nombre de refoulements. J'ai envie de dire, c'est magnifique qu'on puisse arriver à cela avec les sociaux-démocrates qui n'ont pas fait ça pendant leur mandat, pendant leur gouvernement précédent. Mais bon, tout est bon pour empêcher une alliance de la droite avec la droite radicale ou extrême droite. Donc, c'est la grande alliance du centre, hein, ce qu'on avait vu à la fin de l'ère Merkel, l'alliance CDU-CSU-SPD. On y revient vraisemblablement, mais avec la CDU qui redomine à nouveau. Donc, plus droitière, mais ça reste quelque chose au centre et peut-être qu'un jour les Allemands en auront marre hein, de la CDU, CSU, SPD, ou en France, comme on pourrait l'appeler, l'UMPS, fut un temps, pour ceux qui voient de quoi je parle. Bon, c'est les affaires, c'est pas vraiment surprenant. Mais au moins, s'ils appliquent la politique de l'AfD sans l'AfD, ça prouverait bien que l'AfD avait raison, dans un certain sens, là-dessus. C'est assez intéressant Si elle comme marche, bien situation. sûr. Oui, néanmoins, déjà avant les élections et plusieurs ballons d'essai avaient été envoyés dans cette direction, on a vu quand même, et c'est peut-être la force du système de coalition et du système fédéral allemand, on a vu pas mal de prises de position des instances au pouvoir, diminuant l'immigration, donc le contrôle aux frontières, la fermeture des frontières il y a quelques mois, à mon avis, pour diminuer les résultats de l'AfD. On voit que les thématiques que chérissent une partie de l'électorat sont prises au sérieux. Bon, on verra ce que ça donne et on verra ce que ça coûte. On remarquera néanmoins que l'ami Merz est un atlantiste affirmé. Dans le contexte contemporain actuel, c'est un peu compliqué vu que les Américains ne manquent pas de tirer à boulet rouge sur les intérêts européens et particulièrement allemands. Ça me paraît un grand écart assez compliqué. Je ne sais pas si cette grosse coalition au centre va pouvoir fonctionner très longtemps, parce que les circonstances sont quand même pas les mêmes et la radicalisation posée par le réel devient un peu compliquée à tenir. Je ne sais pas comment tu le vois, mais moi c'est assez dubitatif de la stabilité de ce machin-là, personnellement. Peut-être qu'ils la joueront prudent avec justement des prises de position pas trop. C'est-à-dire qu'on se pose pas de questions sur les sujets les plus touchy, comme on dirait en anglais, problématiques, si on peut dire ça en français. Parce que ils ont parlé d'un programme en 11 pages, programme commun 11 pages. Bon, c'est un peu, mais s'ils ont réussi à se mettre d'accord sur les sujets essentiels, dont celui-ci, la gestion des frontières et d'immigration, à voir comment l'affaire durera, comment elle marchera. Peut-être. M'est avis que si l'AfD doit soutenir un texte de loi présenté par ce gouvernement, ça pourrait faire grincer beaucoup de dents. Autant chez l'AfD que dans le gouvernement. Bon, on verra. Et pendant ce temps-là, chez les mangeurs de fromage, une page se tourne dans le Nord pour la descendante de l'or lui-même, sur la fin de sa vie assez triste de son œuvre. Madame Martine Aubry quitte le pouvoir. Effectivement, c'est ça. Martine Aubry a annoncé qu'à la mi-mars, celle-ci se démissionnerait de la mairie de Lille, par quand même d'un règne, oui, parce qu'on peut parler d'un règne sans que ce soit négatif,
de 24 années à la tête de la municipalité lilloise, c'est dire qu'elle a eu une grande longévité, hein. Probablement qu'elle a fait quand même un relativement bon travail si elle a réussi à être réélue. Quoique avec Anne Hidalgo, on peut en douter, donc avec elle aussi. Mais on va dire qu'elle a fait du bon travail et qu'elle est appréciée. Heu et du coup, bah, celle-ci va, non pas se retirer de la vie politique française. Elle a bien signalé que ce n'était pas sa retraite politique et qu'elle allait continuer justement à mener le combat, avec la gauche et le PS contre l'extrême droite, tout ça. Bref, la bataille politique continue et elle a, annoncé son soutien à son adjoint, 1er adjoint au maire, heu, pour, pour le poste de maire, bah, du coup qui va se libérer, qui est Arnaud Deslandes, qui, a remplacé madame Audrey, Linkenheld, qui est devenue, sénatrice, heu et qui avant ait occupé ce poste et bah, pour dans l'intérêt de la représentation du Nord et de la municipalité lilloise. Moi, ce que je me suis dit quand j'ai vu cette information, c'est que, bah, ça donnait l'impression que c'était le dernier éléphant. C'est-à-dire, c'est un terme qui est vieux quand même, hein, les éléphants du parti socialiste, qui, bah, quittaient, une fonction politique de premier plan quand même, parce que Lille, c'est dans les 5 plus grandes métropoles de France, malgré tout. Heu, c'est peut-être la fin d'une ère, en un sens, ou peut-être ce sera pas vraiment de changement. Je vais profiter de mon vieil âge sur toi, mon bon Noah, pour te rappeler et te parler un petit peu de... Commençons par Strauss-Kahn qui s'est exprimé aujourd'hui pour dire que Mélenchon n'était là que pour diviser la gauche. On est content que ces vieux amis, ces vieux éléphants se tirent encore dans les pauvres pattes qui doivent être dans un très mauvais état. Qu'effectivement, Laurent Fabius, ancien éléphant, a quitté la Cour constitutionnelle pour se voir remplacé par un mignon de Macron. Donc là, on a vraiment un éléphant au four. Euh, il nous reste néanmoins un gros éléphant C'est qui vrai, s'appelle notre ami Hollande, le qui retour du roi, hein, c'est vrai qu'il était de retour. et le roi est dans l'Assemblée. Et heureusement, il ne parle pas beaucoup. J'ai entendu par des amis qui ont déjà été dîner chez le couple que sa femme est en béatitude au génie de son mari. Elle est un peu cruche, hein, c'est pas sa faute. C'est important de soutenir, son compagnon ou sa compagne. Voilà, en tout cas, là, c'est peut-être la plus belle réussite de Hollande, c'est sa compagne. Enfin, sa compagne actuelle, du moins. Oh, Trier-Violeur, elle avait du charme, hein, parce que quelqu'un qui chie autant sur les institutions et qui s'affiche comme une délurée terminale, ça avait du charme. Moi, j'avoue, Trier-Violeur, j'étais fan. J'étais un Ah, immense fan de Trier-Violeur. je ne pouvais pas la supporter personnellement, mais bon, c'est Non, personnel. mais à quel niveau d'égocentrisme maladif il faut avoir pour utiliser sa position politique, enfin, de première dame et les passages médiatiques pour gérer son couple. Alors bravo, madame. Bravo. Mmh. Bravo. On se souvient de, «Merci pour ce moment» et qui avait fait beaucoup de bruit, sous le mandat Hollande. Alors on dit que Macron, il a pas eu beaucoup de chance, Hollande non plus, hein, il s'est tapé ses propres problèmes. Bon, il était à l'origine de certains, certes, et il en a mal géré d'autres, mais ça, c'était particulièrement indécent quand même, hein. Qu'importe ce qu'on pense de Hollande, il y avait des choses un peu vraiment dégueulasses, avec son couple et Valérie Trierweiler. Mais bon. Ah, disons que quand il arrive au pouvoir, on apprend qu'il a quitté la mère de ses enfants pour se mettre avec une journaliste imbue d'elle-même et quand à coup de mobilette, il a finalement changé. Donc bon, ça mettait un petit peu le quinquennat du monsieur sous des auspices particuliers. On remarquera quand même qu'on est passé de l'Allemagne en parlant de politique, et quand on parle de politique française, on parle de cul. Bon, intéressant. Oh oui, d'aucuns diraient que c'est de ta faute que la dérive arrive. Mais bon, on peut le comprendre, quand on voit comment elle était, on peut comprendre pourquoi il l'a quittée. Après tout, ce sont des affaires qui ne nous regardent pas. Les affaires de cœur des politiques ne les regardent que, tant que, tous les partis sont consentants, bien évidemment. Oui, mais malheureusement, quand on parle de politique française, on parle
de ce genre de choses. Bon, le spectacle continue. Bon, peut-être pour rehausser le niveau et se dire qu'il y a quand même eu des gens capables en France. Richard Millon, ministre de Chirac, dans une émission, a dit bon, ben, on aimerait bien que Macron arrête de faire le spectacle et fasse de la politique. Et on leur remercie. Ce qui était d'une rare brutalité, mais qui montre quand même que malgré mes petites blagues, la France a encore de l'espoir, mon bon Noah. Ouais, c'est ça, on peut toujours, il faut toujours espérer des lendemains qui chantent, on va dire, ou des jours meilleurs. Parce que sinon, bah, on suffirait juste de pas se lever et puis on se tirerait une balle. Hein. Faut conserver un peu d'optimisme. Il faut des projets. On remercie nos auditeurs, merci Noah, et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci David. Dans la dissociété des dysphories contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans la société des crises, en dissolution, être dans la zone libre, c'est passer du constat au combat.